et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. En effet, aujourd'hui, nous allons voir ensemble les livres que j'ai pu lire au cours du mois de septembre. Je vais profiter de cet update également pour faire le bilan de l'Assassin's Books Challenge organisé par la Citadelle de mes lectures. Ce challenge courait du 7 août au 7 octobre, donc évidemment il y avait le mois de septembre dedans et j'en ai profité pour lire un petit peu plus, déborder sur octobre, mais voilà. Vous allez aussi voir que bien que j'ai pris énormément de plaisir à faire cet Assassin's Books Challenge, ce plaisir je l'ai essentiellement pris sur le mois d'août parce que mes lectures de septembre n'ont pas été au top du top, ou en tout cas il y en a 2 sur les 4 que j'ai faites qui... comment dire... on va en parler. La première lecture que j'ai faite lors du mois de septembre donc, c'était les chroniques des fleurs d'opale, la candeur de la rose, c'est le tome 1 partie 2 publié par Yelena, enfin écrit par Yelena et publié d'ailleurs par elle-même. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, c'est une duologie qui s'inscrit dans les chroniques des fleurs d'opale, qui est une... je crois qu'il y a 4 tomes en tout, ouais. 4 tomes et chacun est divisé en 2. Non, enfin je veux dire, il y a 2 tomes et chaque tome est divisé en 2, ce qui fait en fait 2 duologies. Bref, on s'y perd, mais en même temps c'est des grosses barasses. Celui-ci fait plus de 600 pages, voilà, 630 à peu près. Et voilà, donc moi déjà les pavasses ça me fait peur. La précédente, donc le tome 1, enfin la partie 1, j'avais déjà... Elle est un petit peu moins épaisse, j'ai vu, à moins que ce soit le papier qui ait changé, bref. Je l'avais lu en lecture commune et ça m'avait permis d'avancer. Peut-être aussi qu'il faudrait dire de quoi ça parle. Alors les chroniques des fleurs d'opale, c'est un livre qui me faisait grandement envie, enfin cette partie 2, parce que la couverture est magnifique, parce qu'on voit les yeux ouverts de notre héroïne, dont j'ai encore une fois perdu le nom, Diftil, voilà. En même temps avec les héros de fantasy des fois c'est un peu compliqué. Bref, Diftil, cette héroïne c'est une déesse en fait, sauf qu'elle est née parmi le peuple Neltiad qui... Bon, je sais pas, moi parfois je les apparentais à des elfes, je sais pas trop pourquoi, mais bref. Ils ont les yeux violets et des tatouages un peu partout sur les bras, enfin des striures. Ce n'est pas son cas, elle a juste un seul tatouage il me semble sur le front, si mes souvenirs sont bons, enfin, vous voyez. Et les yeux par contre bien violets, par contre rien du tout sur les bras. Et donc pourquoi? Parce que c'est une déesse en fait, c'est la 5e déesse et son pouvoir c'est le pouvoir plus ou moins de vie et de mort en fait. Et surtout de vie bien sûr, mais de mort malheureusement également. Et donc en fait à la fin du premier tome, elle prend conscience de ce qu'elle est et de qui elle est. Et voilà, et donc dans le deuxième tome, elle a les yeux ouverts parce que elle est pleinement une déesse et elle est pleinement déesse de la mort en même temps que de la vie. Voilà. Donc ça partait plutôt bien. Ce qui m'avait plu dans le premier opus, dans la première partie, c'était l'écriture très poétique de l'autrice, parce que vraiment c'est une écriture très recherchée dans un monde de fantasy, dans un univers fantasy qui est assez unique, j'ai envie de dire, même si comme je disais tout à l'heure les Neltiad pour moi c'est un petit peu comme des elfes, mais pas tout à fait en même temps, enfin c'est assez différent, c'est assez unique comme univers, donc ça c'était bien. La partie poésie au niveau de l'écriture m'avait beaucoup plu, et ça doit être le revers de la médaille, parce que en fait c'est ce qui m'a empêché un petit peu de lire ce tome-ci, parce que c'était trop recherché, parce que j'avais besoin sans doute de légèreté, et que là j'y arrivais pas avec ce vocabulaire parfois un petit peu empoulé, qui est celui de Diftil, hein, qui est la narratrice. Donc évidemment ça va avec le personnage, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi c'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là, ce qui fait que j'ai mis 3 plombes à lire ce bouquin, que j'ai failli abandonner d'ailleurs, même sur... on va dire un bon gros tiers final, j'ai lu en diagonale un peu parce que j'avais besoin de savoir comment ça finissait, parce que ce livre m'avait été dédicacé, que j'avais presque couru après l'autrice, hein, quand je dis couru c'est parce que je l'ai raté à un festival, puis finalement je l'ai vu à un autre, enfin bref, voilà. Et je sais d'ores et déjà que je ne continuerai pas cette saga, hein, les chroniques des fleurs d'opale. L'histoire de Diftil se termine plus ou moins ici, on sait, enfin d'après ce que je sais, dans le tome 2, dont j'ai même pas le nom, c'est un autre personnage principal, donc voilà. Voilà, en fait j'ai mis des plombes à lire ce roman, et c'est
très triste hein, parce qu'il y a un énorme potentiel comme je disais. Et je dois même dire en fait que bien que tout au début vous ayez un recap de ce qui s'est passé dans le tome 1 et pour ça on dit un grand merci à l'autrice parce que moi ça faisait des années que j'avais lu la partie 1 donc ça c'est super, et bien malgré ça j'ai pas compris au début les tenants et les aboutissants, les buts des personnages. Je savais pas pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, où est-ce que ça allait les mener, j'arrivais pas à suivre. Alors peut-être que c'était à cause du fait que ma lecture de la partie 1 était un petit peu loin, mais comme je vous dis, il y avait ce résumé en début, donc ça m'a fait replonger dans l'univers, pour ça tout allait bien. Mais voilà, non, je pense que vraiment c'est l'écriture qui m'a posé un souci. Mais j'ai eu besoin d'aller à la fin parce que j'avais envie de connaître le fin mot de cette histoire, mine de rien, parce qu'au bout d'un moment j'ai compris hein, ce qui se passait. Donc voilà, donc j'ai eu envie de finir cette duologie, mais j'ai eu pas mal de moments où je me suis dit tant pis Stéphie, tu laisses tomber ce livre. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 13/20. Après de telles difficultés, vous vous doutez bien qu'il me fallait quelque chose où je serais sûre d'accrocher. Quelque chose que bien sûr j'avais aussi placé dans l'Assassin's Books Challenge hein, et accessoirement aussi dans le Pumpkin après, mais bref. D'abord dans l'Assassin's Books Challenge, et ça c'était Jean Vigne qui pouvait me l'offrir avec Givre le tome 2 qui est donc la suite des aventures d'Ange Bernier, qui est une capitaine de police qui a affaire à des vampires et qui se retrouve un petit peu transformée suite à ce qu'elle a vécu dans le tome 1 hein, parce que on ne revient pas indemne d'une rencontre avec les vampires. On a dans ce tome-ci la présence plus que plus d'une certaine princesse Erika qui arrive en fin de tome 1 et on a la découverte d'Ekira Kage. Alors ne me demandez pas ce que c'est, je n'ai toujours pas compris. Là c'est le petit moins que je dirais sur ce roman parce que franchement il me manquait une petite explication parce que on m'a dit ce que pouvait être un Kage, mais pour moi ça matche pas du tout avec ces personnages là, ou alors j'ai rien compris hein. Et pourtant ce sont des personnages que j'ai appréciés, qui sont plus ou moins des combattantes japonaises et qui combattent évidemment les vampires également, parce que oui, avec Givre ce tome 2, l'univers de Jean Vigne, enfin la présence des vampires dans ces romans s'étend au monde entier, puisque bon, on a la Roumanie évidemment, hein, la Transylvanie, etc. Mais on a également le Japon, et ça franchement c'est une grosse surprise. Moi Jean Vigne je le connais en France, je le connais essentiellement à Paris, puisque il prend un malin plaisir à utiliser le côté sombre de l'urbain en fait, et là il s'exporte, et franchement j'ai adoré ça, j'ai adoré découvrir ces nouveaux personnages que sont donc Hibiko je crois que c'est l'une des Kira Kage, et franchement elle dépote un max. Voilà, on a toujours bien sûr Ange qui essaye de faire ce qu'elle peut hein, à Paris, et puis on a le cardinal. Mais alors le cardinal c'est vraiment un personnage auquel je ne m'attendais pas, c'est le personnage en fil rouge, c'est le cas de le dire, de la première partie de ce second tome de Givre. Et voilà, et franchement je m'attendais pas à trouver ce personnage, c'est pas un vampire mais c'est pas un humain, et s'il vous plaît, si vous voulez découvrir Jean Vigne, allez-y et dites-moi ce que vous pensez de ce cardinal. Est-ce que vous aussi il vous a plu? Est-ce que vous aussi ça vous a fait quelque chose de le voir apparaître là-dedans? Voilà. Bref, donc pour toutes ces raisons, je me suis perdue, j'ai même pas regardé mes notes, je vais quand même vérifier que j'ai rien oublié. Non, bon alors a priori j'ai à peu près tout dit, si ce n'est qu'on voit ici des nouveaux vampires, donc des humains, humaines plutôt, qui deviennent vampires et qui donc vont devoir apprendre à vivre avec ça. Et il y en a deux, et il y a donc deux façons de devenir vampire, et c'est assez intéressant. Hein. Alors bien sûr avec Jean Vigne toujours du vampire méchant, hein, voilà, essentiellement je veux dire, et du vampire subtil, mais pas que, hein, on a là aussi la grosse brute de décoffrage. Du vampire également séducteur, hein, Princesse Erika, elle est sulfureuse au possible franchement, et pourtant c'est une assassin, vraiment, en 2 temps 3 mouvements elle vous a tué une centaine de personnes, hein, voilà. Donc bref, j'adore ce qu'il écrit, j'ai adoré le fait que ça s'étende, mais je me répète,
Donc on va s'arrêter là, lisez Jean Vigne, à ce tome-ci j'ai mis la note de 18/20. Alors bien que j'étais de nouveau dans la lecture, j'ai pas eu envie à quelques jours de la fin du mois de septembre de commencer un gros pavé. D'ailleurs j'en ai oublié un de livre, je viens de voir. Bon, j'irai le chercher tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu un petit recueil ici, qui est le recueil du Festival de Poésie de Morestel de 2019, qui est intitulé Promesse, qui était en réalité la thématique que devaient suivre les candidats, parce que c'est un concours de nouvelles et de poésie. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce petit recueil. Donc la poésie, moi j'aime beaucoup ça, surtout quand elle est en alexandrin, pour moi c'est vraiment une musique et j'aime bien retrouver la musique tout simplement dans les mots. C'est ce que j'aurais pu avoir dans les Chroniques des Fleurs d'Opale avec cette poésie dans l'écriture, mais voilà, quand c'est 600 pages, non en fait. C'est un petit recueil par contre, oui, des petits poèmes par-ci par-là, des nouvelles qui ont été fort appréciées. Alors il y en a certaines, et même certains poèmes, ça semblait un peu être toujours la même chose. Bon, après avec une thématique, c'est vrai que c'est difficile d'être très très différent des autres, et pourtant certains y arrivent. Mais j'ai eu une nouvelle notamment sur les gueules cassées, donc suite à la Première Guerre mondiale, et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Et je me suis dit aussi que je pouvais la travailler avec les élèves. Pourquoi? Parce que en première, je travaille sur la thématique des gueules cassées, bon du coup en Allemagne, et que ça permettait effectivement d'avoir un espèce de reflet de ce qui se passe en France, ou en tout cas de comment les Français voient ça par rapport aux Allemands, et de se rendre compte qu'en réalité c'est complètement la même chose. Voilà, c'était une guerre horrible, une guerre sale, et elle a été des deux côtés. Voilà, petit aparté terminé. Je n'ai pas noté ce livre parce que pour moi il rentre dans aucune catégorie. Quand je note, j'ai vraiment je note l'histoire, ou bien les histoires quand c'est un recueil de nouvelles, je note la plume de l'auteur, à chaque fois c'est sur 5, les personnages, pas vraiment de personnages récurrents ou quoi, ou la cohérence, bon là la cohérence c'est... Oui, il y en a, et puis mon appréciation, mais là franchement je trouvais qu'une note n'était pas... non, en fait, il fallait pas de note à ce recueil. Après tout, ce sont que des poèmes et des nouvelles qui ont remporté un prix, donc qui ont eu forcément de bonnes notes. Alors pas les miennes, hein, puisque c'est un autre jury, et que la notation de chacun est à l'appréciation de chacun. Donc voilà, mais j'avais pas envie de noter. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a fait du bien de lire ce petit recueil. Le dernier livre que j'ai lu en septembre, je l'ai dévoré. Il s'agissait de Une danse avec le prince Faé de Élise Kova aux éditions Big Bang. Donc c'est une une édition que j'aime beaucoup. J'avais lu Un pacte avec le roi elfe et j'avais hâte de retourner dans cet univers un peu doudou, un peu cocooning, et c'est exactement ce que j'ai retrouvé ici, puisque on a l'impression d'être un petit peu dans une revisite de contes, mais très éloignée, comme si c'était le point de départ. Ici c'est celui de Cendrillon, mais aussi des contes de fées de manière générale, puisqu'on est chez les Faé, donc Faé, fées. Il y a des liens qui sont faits là-dedans, des légendes dont il est question là-dedans, et qui sont en fait nos contes de fées. Et d'ailleurs c'est ce que dit aussi la narratrice, que ce sont des contes de fées. Donc en fait l'histoire c'est que Katria, qui est une humaine et qui est élevée par sa marâtre avec ses deux méchantes sœurs, enfin surtout une méchante sœur, la deuxième ça va puisque c'est sa cadette et qu'elles ont le même papa. Donc cette Katria est un peu élevée comme une Cendrillon, elle est un peu mise à part, c'est un peu l'esclave de la maison, mais pour gagner un petit peu des sous sur son dos, encore, sa marâtre va la marier à un seigneur, le seigneur de Fenwood, qui a ma foi beaucoup d'argent, mais qui ne demande pas grand chose en échange de l'épousaille de sa fille. Donc lui il donne plein de choses, enfin de sa fille, voilà. Il donne des sous bien sûr, et en échange il dit bon ok j'accepte d'épouser Katria, mais ce que je veux surtout c'est un petit livre que son père à Katria ne voulait pas donner, et mais évidemment la marâtre a rien à faire, hein. Allez hop, vas-y prends le livre, prends la fille et puis donne-nous des sous. En gros c'est ça, et Katria va découvrir que ce seigneur Fenwood, eh bien il est très mystérieux. Déjà il ne veut pas
être vu par elle. Donc de temps en temps ils ont des discussions, mais c'est genre dos à dos et elle n'a pas le droit de se retourner. Et voilà, et jusqu'à ce qu'elle découvre bien sûr que c'est le prince Faé, hein, il n'y a pas de spoil là-dedans vu que c'est dans le titre. Et voilà, et donc s'ensuit pas mal de retournements de situation. La seule chose c'est que le twist final, franchement on le voit venir mais depuis le début presque, hein, à partir du moment où elle se rend compte que son mari c'est le prince Faé, on sait à peu près grosso modo comment ça va se terminer. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a des rebondissements auxquels, au cœur du roman, on ne s'attend pas. Il y a une romantaisie, une romance donc en fantasy, en slow burn qui est vraiment très très sympathique. Parce qu'on a un petit peu un enemies to lovers au sens où lui il l'épouse pour le livre, hein, donc elle il en a rien à cirer. Une fois qu'il aura utilisé le livre, et elle restera là où elle est et lui il fera ce qu'il a à faire. Et elle, elle voit dans ce mariage un petit peu une libération de sa marâtre. Et tant pis, après tout, si elle doit faire ce qu'il faut avec un mari, elle découvre qu'il n'a pas besoin d'elle en tant que femme, comme on dirait, pour enfanter, etc., hein, pour lui donner un héritier. Donc c'est plutôt pas mal, hein, au final, puisqu'il la laisse vivre à peu près ce qu'elle veut, sauf il lui dit qu'elle n'a pas le droit de sortir la nuit, machin. Là on a un petit côté La Belle et la Bête qui est excellent, mais pas trop, hein, ça sinon c'était plutôt dans l'autre. Et voilà, je suis en train de m'étaler de malade, voilà. Donc j'ai bien aimé, beaucoup aimé ce roman auquel j'ai mis la note de 17 sur 20, pourquoi pas plus parce que ça reste un young adulte dans lequel on fouille pas non plus énormément, mais voilà, c'est une lecture qui m'a fait du bien et que je recommande quand même énormément. Et maintenant je vais chercher le livre que j'ai commencé en octobre et dont je voulais vous parler puisque c'est mon dernier livre de l'Assassin's Books Challenge. Voilà, un peu de sport, on descend un étage, on remonte un étage et on arrive avec un livre qui est L'Humaine de C.S. Ferry aux éditions L'Abeille Bleue, qui est une édition qui malheureusement vient de fermer ses portes ou est encore en train de fermer ses portes pour une sombre histoire, entre autres, hein, de personnes qui s'en prennent à une maison d'édition, de personnes mal intentionnées et bref, ça m'énerve, voilà. Donc on en revient là-dessus, bien sûr on n'est pas sur l'update de septembre mais on est sur la fin du l'Assassin's Books Challenge. Et puis vous voyez de toute façon je l'ai pas fini, je n'ai lu que ça. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas. J'ai énormément de mal. À la base quand j'ai pris ce livre, bon je vous fais l'histoire, hein, c'est l'histoire de l'Humaine qui est une femme moitié humaine, moitié étoile, sa mère était une étoile, et elle est la reine d'un empire, hein, où il y a 4 royaumes, et donc ça me plaisait beaucoup parce que j'ai moi-même envie d'écrire, enfin j'ai un projet d'écriture d'une impératrice qui règne sur 4 royaumes, qui arrive et qui débute avec ce pouvoir entre guillemets qu'elle a sur le monde. Donc là, voilà, là en plus on avait un pouvoir également qui est celui de l'étoile, qu'elle ne maîtrise pas, et mon héroïne elle a aussi des pouvoirs même s'ils sont bridés, mais bon bref, d'ailleurs je vais pas commencer à écrire mais soit, il y a des histoires d'amour et tout, et donc je me disais lis-le parce que voilà, vois ce qui se fait pour soit faire autre chose, soit essayer de, alors pas de calquer mais de faire un peu dans la mouvance si ça te plaît, voilà. Ça marche pas pour moi. Là ce serait plutôt ce que je ne veux pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait on se retrouve ici dans ce roman un petit peu comme dans une revisite du Bachelor. Donc vous avez la reine qui arrivait à ses 18 ans, donc déjà elle est fraîchement reine, malheureusement son père étant décédé, sa mère beaucoup plus tôt. Et qui doit se trouver un époux qui sera le roi. Alors le roi consort, hein, attention, pas le roi, hein, ce sera quand même elle la chef, hein, voilà. Ça fait beaucoup de 1, mais bref. Et donc elle invite, obligée hein, par ses conseillers, elle invite les princes des 3 autres royaumes afin de trouver son roi. Voilà. Et comment dire, voilà, c'est trop cliché pour moi, c'est trop... ça fait vraiment Bachelor, et une télé-réalité que j'ai jamais regardée puisque je déteste la télé-réalité, mais bon, je ne suis pas un culte.
si on peut appeler ça de la culture. Voilà, donc elle est là et puis elle doit choisir et puis voilà, alors lui il est bien parce que gna, lui il est bien parce que... Alors lui non, il est détestable, voilà. Et puis pourtant j'aimerais bien le connaître, en gros c'est ça. Et donc ça me gonfle un peu parce que ça fait vraiment très young adulte, pas pour moi, c'est simplement que je ne suis pas le public. Hein. Et à côté de ça, vous avez des choses d'une violence inouïe, des génocides, c'est horrible quoi. Et t'es là, tu te dis mais est-ce que l'autrice a choisi entre l'un et l'autre? Est-ce que... Non. Après, la vie c'est ça, hein. Des fois c'est tout rose et puis des fois pas du tout. Hein. Donc en réalité... voilà, ça peut marcher. Mais moi, c'est pas ce dont j'ai envie. Et franchement, vous voyez, en 7 jours, du coup, puisque je l'ai commencé le 7 octobre, j'ai lu à peine 150 pages. Quand je suis dans mon rythme normal, je lis une cinquantaine de pages par jour, surtout si c'est écrit de manière assez aérée. En plus, vous voyez, il y a un effort de fait, travail éditorial. Voilà. Mais j'y arrive pas, en fait. Je rame. Hier, je n'ai pas lu une seule ligne. Voilà, je n'y arrive pas. Et je me dis que ce sera peut-être un livre que je vais abandonner. Parce que, après les Chroniques des Fleurs d'Opale, j'ai failli tomber dans une panne de lecture. Hein. Je voulais le finir parce que je voulais la fin mot de l'histoire, mais là, je n'ai pas envie de retomber dans une panne de lecture. Pourquoi? Parce que j'ai 2 challenges sur les bras et parce que j'aime lire. Et si lire, c'est me dire que je me fais du mal, en gros, enfin, je veux dire, je me force... non, je n'ai pas envie. Donc voilà, c'est un livre qui, je pense, a du potentiel à partir du moment où on aime ce genre de choses, hein, où on aime une femme, une fille plutôt, hein, 18 ans, une jeune femme forte, on peut faire un entre-deux, qui doit choisir, voilà, qui a le choix, hein, pour une fois que c'est pas l'inverse, comme avec le mariage forcé de Katria. Voilà, donc il y a du potentiel, une femme qui doit aussi gérer des pouvoirs qui sont liés plus ou moins à sa colère, enfin je veux dire, il y a du potentiel, je l'ai pris en dédicacé, c'est que j'en avais envie de le lire ce livre, mais c'est pas le moment, je suis peut-être pas le public, et voilà, et au moment où je tourne cette vidéo, donc hier je n'ai pas lu, j'ai mis... une semaine à lire 150 pages, étant donné qu'il en fait 600, je suis pas sûre d'aller au bout, et j'ai pas envie de faire comme avec les Chroniques des Fleurs d'Opale, c'est-à-dire de lire en diagonale, parce que je suis pas sûre cette fois de vouloir connaître le fin mot de cette histoire, en tout cas pas maintenant. Donc je me suis mis un petit marque-page en fait, pour me dire à quelle date j'ai arrêté de lire, donc 7 octobre 2024, hein, voilà, qui est la fin de l'Assassin's Books Challenge. Et ma foi, on verra. Peut-être que je vous en dirai plus, mettons à la fin de l'année, dans un bilan de l'année. Voilà, pour le moment, on arrête là. Peut-être que je vous en dirai plus rapidement, hein, avec l'update du mois d'octobre. On sait pas, on verra. Donc c'est presque tout pour cette vidéo. Avant, donc, je voulais revenir sur l'Assassin's Books Challenge pour en faire un bilan. Donc, nombre de livres lus... 7, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 150 pages d'un. Voilà, donc 7 livres pour 8 points, puisque avec la Guilde des Ombres, j'ai eu un point bonus, étant donné que c'est la saga chouchoute de Johanna, qui est donc l'organisatrice du challenge. Et je m'étais mis une petite partie bilan du challenge. Donc, moi je suis du coup, avec ces 7 livres lus et 8 points, quasiment majeur de promo. De promo, puisque j'ai presque lu tous les livres, hein, il fallait en lire 8, hein, j'en ai lu 7 et 150 pages, donc bref, on en revient. J'ai donc mis 3 plombes à lire l'un des livres que j'ai failli abandonner, je vais peut-être abandonner celui que j'ai commencé en octobre. En revanche, j'ai eu de très très belles découvertes lors de ce challenge. Donc d'une part, Lullaby de Cécile Guyot, je vous remets la couverture ici, aux éditions du Chat Noir. C'était une toute petite novella, enfin c'était une novella, oh je vais y arriver, qui était sympathique, bon un petit peu sombre quand même et gothique, mais je l'ai plutôt bien aimée. J'avais lu Cécile Guyot dans une lecture beaucoup plus joyeuse, hein, là c'est pas du tout ça, mais j'aime toujours autant sa plume, donc ça c'était bien. J'ai découvert aussi Pour te venger de H.G. David aux éditions Elixiria, qui, je vous en parle dans mon update précédent, m'a fait sortir de ma zone de confort en fait. Alors même si c'est pas un livre que j'ai adoré et dont je vais garder un souvenir mémorable, ça fait un peu doublon. Bref, je sais qu'il m'a permis de sortir de ma zone de confort, il m'a appris des choses et je trouve que ça c'est déjà bien. J'ai eu une belle découverte avec Un été au
au mythologique parc de Marine Gauthier, qui est une auto-éditée, avec Au royaume des dieux, etc. Et ça franchement j'ai bien aimé, c'était une petite romance douce pour l'été, une danse avec le prince Faé ainsi que Givre 2, on vient d'en parler, et ma seule difficulté dans ce challenge a été la Guilde des Ombres, la grande traque donc de Anatrice, parce que en fait là après ça, bien que ça m'ait permis d'avoir un point supplémentaire, un point bonus, je vais faire une petite pause dans la guilde, même si je sais que je vais lire la suite parce que je veux retrouver Panama, cet assassin hors pair qui n'en est plus une, voilà, et mais voilà. Bref, c'est un challenge que je vais refaire dans tous les cas. Johanna nous prévoit une seconde session l'année prochaine qui aura évolué en fonction de ce qu'on aura fait cette année, en fonction des dons que l'on s'était choisi. Moi j'avais des dons divins, et d'où les chroniques des fleurs de pâle avec Dieu et tout. Et voilà. Si vous connaissez pas Johanna, allez checker sa chaîne, donc la citadelle de mes lectures, et n'oubliez pas de vous abonner parce que franchement ce challenge il est excellent et il revient l'année prochaine, donc je vous invite à le faire. Moi en tout cas j'y participerai, c'est sûr. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces livres, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet steffiwolf.fr où je vous fais des chroniques beaucoup plus détaillées, où je parle par exemple des personnages, etc. Sur ce site, bien évidemment, je vous parle aussi écriture. Il y a un dernier article qui est paru il y a peu au sujet de mon écriture en cours. Et je vais sans doute faire une vidéo dans pas longtemps, mais au moins vous aurez pris de l'avance avec ça. Quoi d'autre? C'est tout, voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, dites-moi si vous aussi vous avez participé à ce challenge. Je respire. Et si vous a plu tout comme moi ou pas, si vous avez réussi à être major de promo ou pas du tout, ou si comme moi vous étiez à ça d'y arriver, bref, dites-moi tout. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, mais qu'attendez-vous, faites-le, voilà, c'est le moment. Et puis c'est tout, voilà, je vous laisse maintenant naviguer tranquillement sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!